Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'information alternative. Nous sommes le 13 mars 2016. Commençons. Le 7 mars, on apprend que des élèves français ont été interrogés par la gendarmerie suite à un cours sur la Russie. En Bretagne, le collège Sainte-Anne s'est retrouvé au cœur d'une affaire. Des élèves de 3e ont été auditionnés par les gendarmes au sujet des cours de leur professeur sur la Russie et Vladimir Poutine. Ce professeur français d'histoire et de langue bretonne Pascal G a été stupéfait d'apprendre, après une dizaine d'années d'enseignement dans la filière bilingue français-breton de l'établissement Sainte-Anne de la ville d'Auray, département du Morbihan, que sa manière de traiter la Russie contemporaine a été remise en cause par la gendarmerie. Le professeur a appris la nouvelle de ses élèves, eux-mêmes choqués par cette expérience. Pascal G s'occupe des cours généraux en langue bretonne dans le cadre du programme du ministère de l'Éducation, et doit également traiter l'introduction à la géopolitique contemporaine, comme le veulent les programmes scolaires, et ainsi évoquer notamment la situation actuelle en Russie. Les gendarmes d'Auray se sont employés à découvrir concrètement ce qu'il avait déclaré durant les cours d'histoire au sujet de la Russie et de Vladimir Poutine. Pour l'apprendre, ils ont soumis le 17 février 6 élèves du collège à un long interrogatoire. J'ai d'abord fait un état des lieux de la Russie après la fin du communisme. J'ai expliqué les grandes lignes de la politique du président russe, Vladimir Poutine. Une politique qui a consisté à constituer une classe moyenne en Russie tout en s'appuyant sur le sentiment patriotique, après les années de crise de la présidence de Boris Eltsine, a expliqué le professeur, cité par le journal en ligne breton Brezatao. De même, il a évoqué les alliances entre la France et la Russie au XXe siècle, en 1914 et entre 1940 et 1945, et a traité des actions russes en Syrie et en Irak contre Daesh aux côtés des forces armées françaises. J'aborde l'histoire sur la base des faits, j'essaie d'expliquer la complexité des rapports géopolitiques afin de développer l'esprit critique des élèves. Je ne me prononce pas sur le bien fondé ou non des actions menées par une diplomatie, a-t-il résumé. Le professeur, soutenu par ses élèves, doit être lui aussi interrogé prochainement. Curieusement, de telles démarches de la gendarmerie interviennent suite à la décision des ministres de la Défense russes et français de conjuguer leurs efforts pour combattre le groupe terroriste Daesh en Syrie. Le 7 mars encore, nous apprenons que le Premier ministre d'Hongrie, Viktor Orban, a dit que le millionnaire George Soros se sert de l'actuelle crise des réfugiés pour s'attaquer au style de vie traditionnel des Européens. Car c'est Soros lui-même que le Premier ministre d'Hongrie, Viktor Orban, accuse de provoquer et d'exploiter cette crise. Le Premier ministre vient de s'emporter violemment contre le milliardaire, pour le soutien qu'il a exprimé à l'égard des réfugiés du Moyen-Orient en route vers l'Europe, l'accusant de saper délibérément la stabilité du continent. On est forcé d'admirer l'attitude d'Orban, qui ne se fait certainement pas des amis à Bruxelles. Soros est peut-être l'exemple le plus abouti de ceux qui soutiennent tout ce qui peut affaiblir les États-nations, soutiennent activement tout ce qui peut saper le mode de vie traditionnel de l'Europe. Ceux qui vont manifester pour soutenir les immigrants ne se rendent pas compte qu'en faisant cela, ils soutiennent le réseau international de trafiquants de clandestins. Le 8 mars, on apprend qu'avant le dîner annuel du CRIF, le journaliste Frédéric Aziza a frappé un journaliste de RTV et ce sous les yeux des policiers, qui n'ont pas réagi. Vous pouvez voir la vidéo de RTV dans la description. Le 9 mars, on apprend que le système bancaire italien pourrait réellement s'effondrer complètement à tout moment. Et comme les banques italiennes commencent à tomber comme des dominos, cela va déclencher la panique financière de l'ensemble de l'Europe contrairement à tout ce que nous avons vu auparavant. Les valeurs bancaires italiennes ont diminué de 28% depuis le début de 2016, et quand vous regardez certaines des plus grandes banques italiennes, les chiffres deviennent encore plus effrayants. Le lundi, les actions de Monte dei Paschi, la plus vieille banque dans le monde datant de 1472, étaient en baisse de 4,7%, et elles ont chuté de 56% depuis le début de l'année. Les actions de Carige ont diminué de 8%, et elles ont plongé d'un total de 58% depuis le début de l'année. Voici à quoi ressemble une crise financière, et tout comme nous le voyons en Amérique du Sud, les problèmes en Italie semblent s'accélérer de manière significative. Pourquoi l'Italie est si importante? Eh bien, nous avons tous vu comment il était difficile pour le reste de l'Europe de venir avec un plan pour sauver la Grèce. Mais la Grèce est relativement petite, ils ont seulement la 44e plus grande économie dans le monde. L'économie italienne est beaucoup plus grande. L'Italie a la 8e plus grande économie dans le monde, et le rapport de la dette publique au PIB est actuellement à environ 132%. Il est impossible que l'Europe dispose des ressources ou de la capacité à gérer un effondrement complet du système financier italien. Malheureusement, c'est précisément ce qui se passe. Les banques italiennes sont absolument noyées dans les prêts non performants, et comme Jeffrey Moore a noté,
Ceci représente potentiellement la plus grande menace pour le système financier mondial déjà surchargé. La situation étant déjà critique, la Banque Centrale Européenne, BCE, surveille maintenant les niveaux de liquidité de Monte Paschi et Carige sur une base quotidienne. Ce qui suit provient de Reuters. La Banque Centrale Européenne vérifie les niveaux de liquidité d'un certain nombre de banques italiennes, y compris Banca Carige et Monte Paschi di Siena, tous les jours, ont affirmé de sources proches du dossier lundi. Un retrait des fonds par les personnes auprès des grandes banques italiennes a déjà commencé. Les Italiens ont déjà tranquillement retiré des milliards d'euros du système bancaire, et si ces banques continuent à s'effondrer, ça pourrait rapidement devenir une bousculade. Le 10 mars, on apprend que la Nouvelle-Zélande a établi un texte de loi sans précédent incroyable en statuant légalement sur ce que les amateurs de la nature savent déjà, que les animaux sont sensibles et ont des sentiments de la même manière que nous en avons. C'est une étape importante en faveur de la protection animale, en les reconnaissant comme des êtres vivants et non des choses ou des objets. Ce qui est à nouveau, c'est le caractère explicite de cette reconnaissance de la sensibilité animale dans la loi. Le nouveau texte de loi inclut également l'interdiction d'utiliser des animaux pour les recherches et les essais menés par l'industrie des cosmétiques, y compris l'ingestion forcée de produits chimiques. Sur ce point, le pays suit les traces de l'Union européenne, de l'Inde et de la Norvège en refusant que les produits de beauté fabriqués sur son sol soient testés sur les lapins, les rats ou encore les singes. La prochaine étape sera d'imposer cette interdiction aux produits importés, puisque 90% des cosmétiques achetés en Nouvelle-Zélande proviennent de l'étranger. Cela marque un changement incroyable dans la perception publique, où, auparavant, seuls quelques animaux ont reçu le bénéfice de la protection. Le bien-être des animaux Bill, qui a passé le mois dernier, va poursuivre les personnes dans les cas de cruauté envers les animaux et interdire la recherche et l'expérimentation animale. La chasse et la capture d'animaux sauvages seront illégales. Dire que les animaux sont des êtres sensibles et d'indiquer explicitement qu'ils peuvent éprouver des émotions positives et négatives, y compris la douleur et de la détresse, a déclaré le Dr Virginia Williams, président du comité consultatif sur l'éthique animale nationale. Ce qui est à nouveau, c'est que cela marque une nouvelle étape sur le chemin du bien-être animal. Les attentes sur le bien-être des animaux ont changé rapidement, et les pratiques qui étaient autrefois monnaie courante pour les animaux et les animaux de ferme ne sont plus acceptables ou tolérées, a déclaré le Dr Steve Merchant, président de l'Association vétérinaire Nouvelle-Zélande. Le projet de loi apporte une législation conforme à l'attitude de notre nation changeante sur le statut des animaux dans la société. En outre, le texte exige des propriétaires et des personnes en charge d'animaux qu'ils contribuent à assurer leur bien-être. Dans ce cadre, les abus et les cas de négligence seront désormais jugés plus sévèrement. Des sanctions plus lourdes, emprisonnement, amendes, permettront de mieux lutter contre la petite et moyenne délinquance en la matière, et auront de plus un effet dissuasif non négligeable. La loi donne aussi aux inspecteurs du bien-être animal le pouvoir de délivrer des avis de conformité, entre autres mesures. Ainsi, la législation néo-zélandaise sur le bien-être animal suit l'évolution sociétale vis-à-vis du statut de l'animal dans le pays. Le nouveau texte de loi vient s'ajouter à une série d'avancées positives récentes relatives à la protection des animaux et aux questions environnementales. Ainsi, en 2012, le pays a accordé le statut de personne à la rivière Anguinui. L'Équateur avait fait la même chose avec ses forêts, ses lacs et ses cours d'eau en 2008 pour les protéger et, l'automne dernier, la Nouvelle-Zélande a rejoint l'Australie pour s'opposer aux expéditions japonaises de chasse à la baleine dans l'océan Austral. Le 12 mars, nous apprenons encore une bonne nouvelle, le revenu de base inconditionnel, RBI, ou revenu de base universel, séduit de plus en plus à travers le monde. Ainsi, l'Ontario, province la plus peuplée du Canada, va également expérimenter cette idée. L'idée d'instaurer un revenu de base inconditionnel fait son chemin à travers le monde. Pour rappel, les Pays-Bas et la Finlande testent actuellement cette mesure, qui existe déjà au Brésil, en Namibie ou dans l'État de l'Alaska, aux États-Unis. En Suisse, c'est un référendum qui se tiendra sur la question en juin prochain, pour instaurer, ou pas, un RBI équivalent à 2300 € par mois. C'est au tour de la province de l'Ontario, au Canada, de se lancer dans l'expérience. Une annonce faite à la fin du mois de février dernier au cours du vote du budget annuel du gouvernement local, qui a alors annoncé travailler avec les chercheurs et les communautés pour déterminer la meilleure façon de concevoir et d'implémenter un revenu de base pilote. Le concept du revenu de base inconditionnel est simple, verser mensuellement à chaque habitant une allocation suffisante pour vivre dignement, sans condition. La somme et la date du début de l'expérience en Ontario ne sont pas encore arrêtées. Qu'en est-il de la France ? L'idée d'un RBI en France, défendue par le Mouvement français pour un revenu de base, MFRB, séduit de plus en plus de politiciens français, de tous bords,
Bien que des divergences existent sur les montants attribués, Dominique de Villepin propose 850 € mensuels contre 400 € pour Christine Boutin par exemple. Dès ce mercredi 9 mars, ce projet sera débattu au Sénat pour la première fois, avec un projet de résolution déposé par le Parti Europe Écologie Les Verts (ELV), qui demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place le revenu de base, une nécessité pour accompagner dignement les mutations de l'économie française. Des mutations qui concernent notamment le remplacement progressif de l'homme par les machines dans des secteurs entiers de l'économie. C'est ici que ce journal d'information alternative se termine. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je suis inscrit au nom de l'INEX FR. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine pour un nouveau journal.